Entre fin 2019 et début 2020, une partie du monde allait se passionner pour un véritable petit mystère. Bételgeuse, étoile située à quelques 5 à 600 années-lumière de nous, on y reviendra, allait en effet subir une énorme baisse de sa luminosité qui, quand on sait que l'étoile est proche de la supernova, c'est-à-dire de l'explosion finale de sa fin de vie, a créé un certain engouement. Mais justement, aujourd'hui, près de 2 ans plus tard, qu'en est-il? Quelle est l'explication? À quoi ressemble cette étoile? Et où en est-elle réellement? Eh bien, c'est à tout ça et bien plus encore que je vous propose de tenter de répondre dans cet épisode. Mais avant de continuer et comme vous en avez l'habitude je crois, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous aimez mon contenu, ainsi qu'à partager, liker et commenter cet épisode. Sur ce, je crois avoir déjà assez fait traîner cette introduction, donc je vous retrouve juste après. Si vous ne la connaissez pas encore, laissez-moi vous présenter Bételgeuse. Promis, ce sera rapide. Bételgeuse est une étoile visible dans la constellation d'Orion et la 10e étoile la plus lumineuse du ciel nocturne. Elle est ce que l'on nomme une étoile variable dite semi-régulière. Alors, pas de panique, c'est en fait assez simple. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que la luminosité de l'étoile fluctue de façon cyclique légèrement instable. Mais Bételgeuse est surtout une étoile dite supergéante rouge. Et là, je vais me permettre une petite parenthèse pour un peu approfondir ce terme qui va être essentiel pour la suite de l'épisode. Une supergéante rouge désigne une étoile dont la masse était à l'origine au minimum d'une vingtaine de masses solaires, arrivée en fin de vie. L'étoile a en effet maintenant fini de consommer son hydrogène et commence à fusionner des matériaux de plus en plus lourds. Son cœur va en même temps progressivement s'effondrer sur lui-même et ainsi augmenter la quantité d'énergie dégagée. Les forces de gravitation qui attirent la matière vers le centre de l'étoile et lui permettent de rester relativement petite, si j'ose dire, vous allez comprendre, et la pression de radiation qui pousse sa matière vers l'extérieur ne sont alors plus équilibrées. L'étoile va alors se mettre à progressivement enfler de façon spectaculaire, pouvant atteindre 100 voire 950 à 1200 rayons solaires pour Bételgeuse, qui n'en fait pourtant que 15 fois la masse. Pour l'anecdote, Bételgeuse est d'ailleurs très probablement assez jeune, seulement 8 millions d'années. C'est son imposante masse qui lui a fait épuiser son carburant à un rythme effréné, la faisant exister sur une très courte durée face aux milliards d'années du Soleil. Par la suite, en arrivant vraisemblablement à la fusion du fer, la fusion commencera à consommer plus d'énergie au lieu d'en produire. Son cœur ne pourra alors plus soutenir la pression de radiation et les couches extérieures en première, elles se contractent alors assez rapidement, comprimant tout aussi rapidement et fortement le cœur. Le fer sera alors dissocié et les protons se mettront à capturer des électrons, formant alors des neutrons. Le problème, c'est que les neutrons supportent bien mieux la pression de l'effondrement, qui heurtera alors une sorte de mur avant de rebondir, un peu comme du vent contre un mur. Là, la matière de l'étoile se retrouve éjectée avec une force et une vitesse colossales et s'éloigne alors petit à petit de son étoile, donnant naissance à ce que l'on nomme des rémanents de supernova. La nébuleuse du Crabe, par exemple, en est un assez bel échantillon.
Pour l'anecdote, on estime qu'il s'écoule une centaine de secondes entre le début de l'effondrement et l'explosion en elle-même, ce qui, à l'échelle des temps cosmiques et même à la nôtre, est assez rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans son état actuel, Bételgeuse perd environ une masse solaire tous les 10 000 ans et qu'il est donc très, mais alors là, très fort probable de voir l'étoile entrer en supernova d'ici 10 000 à 100 000 ans. Lorsque ce phénomène se produira, Bételgeuse deviendra tellement brillante qu'elle sera visible même en plein jour et nous éclairera alors presque autant qu'une pleine lune. Si l'on prend en exemple la supernova de 1604, l'étoile fut visible de jour pendant 3 semaines et brillante de nuit pendant plus d'1 an, ce qui n'est néanmoins pas encore le cas de Bételgeuse. Mais alors, que s'est-il passé à la fin 2019, début 2020 ? Tout d'abord, un peu de contexte s'impose. Comme vous le savez, Bételgeuse a une luminosité variable. Sur une période de 420 jours, mais avec d'autres périodicités de 5 à 6 ans et de 100 à 180 jours, l'étoile gonfle et dégonfle, perdant en luminosité lorsqu'elle est gonflée. Mais ce n'est pas tout. L'instabilité de Bételgeuse donne aussi naissance à de gigantesques cellules convectives qui viennent encore plus perturber sa surface. Ainsi, lors de sa chute de luminosité, Bételgeuse dépassa la magnitude 1. Pour rappel, la magnitude d'un objet désigne sa luminosité et plus le chiffre est grand, plus l'objet est peu lumineux. C'est aussi une échelle logarithmique dont chaque changement d'un ordre de grandeur correspond à un facteur 2,5. Ainsi, Bételgeuse vit sa luminosité divisée par 2,3, ce qui, dans un premier temps, laissa une lueur d'espoir de la voir entrer en supernova. Cependant, très rapidement, il apparaît que la baisse de luminosité ne semble pas se faire en infrarouge. Et c'est important, car ce qu'il faut savoir, c'est qu'en infrarouge, Bételgeuse est presque aussi lumineuse que Vénus, et est même l'étoile la plus lumineuse du ciel. Une des théories avancées, c'est que l'étoile fut cachée par un gigantesque nuage de poussière. Mais dans les faits, et malgré de nombreuses observations de télescopes comme le VLT et son instrument Sphère, qui permit d'ailleurs de voir l'étoile en détail à plusieurs reprises, dont au cours de sa baisse, il restait encore une certaine part de mystère autour de l'événement. Deux principales théories se sont alors affrontées. D'un côté, celle d'un refroidissement local mais important de sa surface, et de l'autre, celle du nuage de poussière. Au final, la solution allait venir d'un satellite météo japonais baptisé Himawari 8, lancé le 7 octobre 2014. Sur la période 2017-2021, le satellite, qui est dédié à l'observation de la Terre, je le rappelle, a eu régulièrement Bételgeuse dans son champ de vision. Et là, coup de chance, non seulement il a observé l'étoile en moyenne tous les 1,7 jours, mais en plus il l'a observé dans le proche infrarouge. Alors je vous épargne les détails, mais le proche infrarouge est justement la longueur d'onde idéale pour tenter de révéler les poussières, ou du moins les détecter puisqu'elles absorbent le rayonnement de Bételgeuse avec une signature assez claire. Et ces données ont été précieuses. On sait aujourd'hui que le phénomène a été causé d'une part par un refroidissement de sa surface de 140 degrés et d'autre part par le passage d'un nuage de poussière devant l'étoile. Mais alors, comment un tel nuage a-t-il pu se former ? Eh bien, souvenez-vous, je parlais de cellules convectives. Ces cellules, qui déforment complètement l'étoile, peuvent aussi éjecter énormément de gaz qui va petit à petit se refroidir. En se refroidissant, il va donner naissance à différentes poussières qui ont donné naissance à ce phénomène. Mais cet incident a aussi démontré une chose.
Avec leur cadence de prise de vue très élevée, notamment en proche infrarouge, et que des observatoires spatiaux comme terrestres ne peuvent hélas atteindre, les satellites météo peuvent aussi être des alliés que nous n'avions pas encore soupçonnés. Ils peuvent ainsi également être des pistes pour des observatoires dédiés plus réactifs et également mieux adaptés à la fois à leur cible et à un vaste catalogue. Pour terminer, je ne pouvais résister à l'envie de vous glisser ces images prises par l'instrument Visir installé sur le VLT des différentes éjections de poussière entourant Bételgeuse. Mais alors que cet épisode était achevé et prêt à sortir, le sujet revenait une nouvelle fois dans l'actualité. Alors je vous résume ça rapidement, mais en gros, et on le sait grâce aux observations de différents télescopes dont Hubble, l'éjection de masse de l'étoile, qui était quand même 400 milliards de fois plus importante que la moyenne de celle de notre étoile, et représentait une masse de, je cite la NASA, approximativement plusieurs fois la Lune, a profondément marqué l'étoile. Cette éjection a été tellement violente qu'elle a créé une sorte d'onde de choc et un rebond, comme de la gélatine ayant eu un choc, dans son cœur. Mais le plus étrange, c'est que l'un des cycles de luminosité qui s'étale sur 400 jours et que l'on connaît depuis plus de 200 ans, semble avoir disparu, signe que l'intérieur de l'étoile subit encore les effets de ce cataclysme. Attention, cela ne signifie pas que l'étoile s'apprête à entrer en supernova. En revanche, ce que cela démontre, c'est qu'elle est encore loin d'avoir cicatrisé, et cela se manifeste avec des phénomènes que l'on ne comprend pas encore aujourd'hui. Alors que le voile de gaz et de poussière s'est levé sur l'étoile, il en a, au final, jeté un encore plus épais sur les phénomènes en jeu, au cœur de ces monstres stellaires. En attendant, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.